Mesdames et messieurs, nous aimerions maintenant, nous, aller un petit peu au-delà encore de cet aspect artistique et nous allons maintenant, pendant une petite demi-heure, entendre certaines interventions et à la suite de celle-ci, vous aurez l'occasion de nouveau de prendre la parole pour poser des questions, formuler des remarques ou autres. En attendant, je vous demande de bien vouloir penser à éteindre vos caméras pour que nous ayons suffisamment de réseau pour écouter nos experts. Nous allons maintenant aborder la question de la recherche de la provenance, de la restitution et de la circulation. Quelle réponse apporter à la question des biens de collection issus de contextes coloniaux? Nous allons d'abord accueillir Sonia Lawson. Sonia Lawson, qui est directrice du Palais de Lomé. Bienvenue à vous, Sonia. Ensuite, nous avons également la présence de Larissa Förster, qui est directrice du département biens culturels issus de contextes coloniaux au Centre allemand des pertes de biens culturels, qui a été créé en 2009. Madame Förster, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et puis, le troisième intervenant aujourd'hui ici présent avec nous, c'est Didier Claes, qui est directeur de la galerie Didier Claes, fondée en 2000 et spécialisée dans l'art classique d'Afrique noire. Il est en Belgique. Bonjour à vous en Belgique. Monsieur Ramelot, nous avons une petite remarque. Madame Lawson n'est plus là, justement. Elle était là à l'instant. Je vais essayer de la joindre. Et vous pouvez déjà commencer votre échange. Elle va se joindre à vous. Bon, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Madame Lawson n'est plus en ligne en ce moment, mais on va commencer nos échanges avec Monsieur Claes et avec Madame Förster. Monsieur Claes, j'aimerais commencer avec vous parce que sur le site de votre galerie, il y a un élément qui rappelle donc une période où vous étiez avec votre papa et vous avez cherché des biens culturels à l'époque. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui encore, cette situation? Bonjour, merci pour cette invitation. Écoutez, effectivement, je suis un marchand, enfin je suis un marchand depuis 30 ans, mais je suis un marchand de la nouvelle génération, mais à la fois de l'ancienne génération. C'est-à-dire que j'ai eu la chance et l'opportunité avec mon père de pouvoir encore, bon, j'étais évidemment d'un très jeune âge, de pouvoir sillonner les villages du Congo. On est dans la période juste après les indépendances, c'est-à-dire entre 1967 et à peu près 1980. Il faut savoir que mon père travaillait pour les musées nationaux de Kinshasa, qu'on appelait IMNZ, donc qui est devenu IMNC aujourd'hui. Et c'était une politique qui avait été lancée par le président de la République de l'époque pour collecter des œuvres pour le musée national. Donc il faut quand même savoir, parce on parle tellement du débat sur les musées occidentaux, mais il faut quand même savoir que nombre de pays se sont armés de très bons musées et ont collectionné, et ont collecté de nombreux objets dans une période où il était encore possible. Donc c'est quand même intéressant de voir aussi que malgré les collectes post-coloniales, il faut savoir qu'il y a eu des collectes aussi après les colonisations. Et le musée de Kinshasa a collecté, je pense, entre 50 000 et 60 000 œuvres, qui sont des œuvres qui, pour la plupart, étaient en perdition, puisqu'avec l'arrivée, effectivement, de l'islamisation des religions et tout ça, et surtout de la perte des croyances, beaucoup de ces objets, effectivement, étaient amenés à disparaître, et beaucoup de ces objets ont été collectés pour le musée de Kinshasa. Moi, en tout cas, de là est née une passion et qui est devenue un métier. Donc, c'est quelque chose, vous m'avez posé la question si c'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui. Alors, évidemment, vous savez, si on parle du débat, souvent on a tendance à parler de l'Afrique, mais l'Afrique, elle est plurielle. Bon, dans mon cas, moi, c'est le Congo que je connais très, très bien, évidemment. Et si vous me posez cette question, bien sûr, le métier que je fais aujourd'hui ne peut plus se faire et ne se fait pas en collectant des objets en Afrique. J'ai moi-même, depuis 30 ans, je fais ce métier, je n'ai jamais acheté un objet de ma vie en Afrique. Ce n'est jamais arrivé, jamais, jamais. Si j'aurais eu l'opportunité, peut-être que j'aurais pu, et ça aurait été effectivement quelque chose de peut-être une belle découverte, mais ce n'est plus possible de faire ce métier de cette manière. J'achète et je revends des objets
qui sont dans des collections particulières et qui sont généralement des objets qui ont été collectés avant la colonisation et qui se retrouvent dans des collections ici. Donc effectivement, pour répondre clairement à votre question, ce que j'ai pu faire avec mon père, et d'ailleurs qui m'a beaucoup appris, effectivement, sur la manière de collecter et aussi sur la manière dont les autochtones vivent la relation avec les objets. C'est que, je pense, va être très intéressant dans le sujet qui va venir des restitutions, puisque de ce que moi j'ai vécu, et je suis là pour en parler, les peuples d'Afrique, les autochtones d'Afrique, je parle pour le Congo, et évidemment, encore une fois, l'Afrique est plurielle, mais les objets aujourd'hui, pour la plupart, n'ont plus aucune importance dans les tribus. Ça, c'est une chose qui est certaine, qui est intéressant à savoir pour ceux qui veulent imaginer des restitutions parfois dans des tribus, c'est quelque chose de complètement fantasmatique. Voilà. Das sind die Themen, die wir jetzt im Laufe der nächsten Oui, halben ce sont précisément les thèmes que nous allons aborder ces prochaines minutes, cette prochaine demi-heure, et puis nous allons nous échanger là-dessus aussi avec les participantes et les participants. Je vais en profiter pour m'adresser à Madame Förster. Madame Förster, vous l'avez entendu aussi, il s'agit aussi d'avoir une certaine relation, certaines émotions avec les objets artistiques. Justement, pour ces biens culturels qui nous viennent de l'époque coloniale, je sais que vous menez plusieurs projets de recherche où justement les musées cherchent à un petit peu identifier ce sentiment, cette émotion, à essayer de reconnaître si il peut y avoir un lien entre ces œuvres d'art et puis l'origine de celles-ci avec les êtres humains auxquels ces œuvres étaient attachées. Pourriez-vous nous dire un petit peu comment vous travaillez là-dessus? Oui, merci beaucoup de m'inviter à participer à cette session. C'est formidable d'avoir aussi une perspective internationale. C'est peut-être l'avantage de ce format en ligne. En tout cas, c'est très intéressant de voir que nous pouvons porter un œil international sur la question. Alors nous finançons et puis nous œuvrons à promouvoir aussi l'information sur la recherche ou sur la provenance. C'est-à-dire que nous menons des recherches de provenance. Nous essayons de voir d'où viennent les objets que nous exposons dans nos musées. Nous essayons de comprendre par quelles mains ils sont passés, ces objets, avant d'arriver chez nous. Et aujourd'hui, on voit que le débat tourne justement autour de la question de savoir d'où viennent ces objets, à qui ils appartiennent. Et nous, on essaie aussi de comprendre comment ils ont été traités, manipulés dans les zones, dans les pays, les régions ou les peuples, les communautés dans lesquelles ils étaient. On étudie beaucoup cette époque post-coloniale parce qu'évidemment, ces objets sont beaucoup liés à cette période coloniale. Il y a souvent la question de transfert des objets qui se pose aussi et à quel moment, comment elle s'est faite. Il est clair que ce sont des questions qui sont souvent mises en avant aujourd'hui. Et donc, nous menons ces travaux de recherche de provenance pour comprendre d'où viennent ces objets, mais aussi pour savoir un petit peu comment ils sont arrivés jusque-là aujourd'hui. Essayer de discuter avec des experts, des scientifiques, avec des travailleurs culturels qui pourraient nous dire, nous expliquer un petit peu dans les pays d'origine, n'est-ce pas, d'où viennent ces objets, nous expliquer un petit peu ce qui signifiaient ces objets et puis voir ensemble comment nous pouvons lancer cette voie de la reconstruction et de la restitution. Et puis, quel est l'avenir de ces objets? Est-ce que ces objets sont voués à rester dans nos musées ou plutôt à aller dans les musées des pays d'origine? Est-ce qu'on doit les remettre peut-être à des descendants? C'est un petit peu la question qu'on essaie de traiter et comment
on peut gérer un objet ou le manipuler, ça dépend d'un objet à l'autre. Peut-être que dans une situation, on dira qu'ils seront mieux dans tel musée, dans une situation dans un autre musée. Oui, justement, et je voulais aborder aussi la question de l'avenir. Vous venez de l'évoquer, on va en parler encore durant cette demi-heure. Je suis très ravie aussi d'accueillir ici de nouveau Sonia Lawson qui nous a retrouvés. Sonia Lawson, bienvenue à vous à cette Académie sous les arbres. Sonia, vous êtes directrice du Palais de Lomé, qui est un centre d'art et de culture au Togo. Nous avons eu deux mots-clés. D'abord, entendu déjà deux mots-clés. D'abord de Monsieur Claes qui parlait de cet aspect émotionnel un petit peu avec les objets, et puis avec Madame Förster qui parlait de l'avenir. Qu'en est-il du Togo? C'était une colonie allemande, puis a été administrée par la France jusqu'à son indépendance. Donc, pour avoir justement développé ces émotions pour l'avenir, voir ce qu'il en est de l'avenir, qu'est-ce que le Togo a-t-il comme objet pour lequel ce débat est intéressant? On a parlé de prêt, nous, dans cette journée ensemble. On sait qu'il y a eu différentes œuvres d'art. Qu'en est-il depuis le Togo, finalement? Votre micro, s'il vous plaît. Le Togo, excusez-moi. Donc, le Togo a connu une histoire singulière en Afrique de l'Ouest, puisque c'est un pays qui a été colonisé, comme vous l'avez rappelé, par les Allemands puis les Français. Donc, effectivement, le patrimoine togolais est entre la France, l'Allemagne. Et cette question des restitutions, évidemment, intéresse beaucoup. C'est un sujet qui intéresse par rapport à ce passé. Et je pense que pour pouvoir, parmi les nombreuses questions qui sont liées à la restitution, se pose aussi la question du passé, de la connaissance du passé. Donc les objets intéressent le Togo parce qu'effectivement, ils sont dans des collections en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France, et ailleurs aussi aux États-Unis. Donc effectivement, cette question nous intéresse, mais je dirais aussi qu'il y a toute une réflexion sur le désir lié aux objets, sur une curiosité par rapport à leur histoire, et en sachant qu'il ne faut pas oublier que ces objets sont des objets pour la plupart rituels, qui sont aussi vivants, pendant longtemps, qui ont été vivants et utilisés pour des rituels particuliers. Donc c'est aussi une reconnexion par rapport à une histoire qui existait et qui est encore vivace dans certaines régions togolaises. Donc je dirais que par rapport, dans une perspective togolaise, il y a effectivement la question de la restitution de collections d'objets issus de collections européennes, mais aussi la question de l'usage que nous faisons aujourd'hui des objets. Donc, j'aurais voulu partager avec vous aujourd'hui aussi quelques réflexions liées aux questions qui vont se poser et qui sont des questions aussi bien d'un point de vue occidental, donc de restitution des objets, que d'un point de vue en Afrique de réception des objets. Ces objets, finalement, vont vivre ou ont vécu plusieurs vies. Ils ont vécu leur vie en Afrique, donc avant la colonisation, et pendant la colonisation, ils étaient des objets rituels, vivants. Ils sont partis, donc leur deuxième vie a été en Europe, en Occident, où ils ont eu une influence majeure dans la notion même d'art moderne, toute la question du primitivisme et tous ces mouvements, tous ces courants artistiques si importants du XXe siècle. Et aujourd'hui, avec la restitution, ils vont vivre une troisième vie en Afrique, puisque de retour en Afrique, ce ne sont plus les mêmes objets que ceux qui ont quitté l'Afrique. Donc, je pense que on vit à cet égard un moment intéressant, puisqu'il s'agira de voir comment ils vont être réceptionnés de retour au pays natal. Donc, la réception des objets par les différentes populations me paraît être aussi essentielle. Aussi bien les populations qui vont les visiter dans des institutions que les populations des régions d'où ils sont originaires. Donc, il s'agirait de réfléchir à toute une série finalement de débats et d'enjeux liés à ces restitutions. Donc, je dirais qu'au Togo, il y a une curiosité, une attente par rapport aux objets. Frau Förster, dann ist es ja ganz interessant tatsächlich. Merci, Madame Förster. Vous avez entendu les propos de Madame Lawson. C'est très intéressant d'un point de vue peut-être aussi de vos travaux de recherche. Quand on parle du Togo, il s'agit d'objets qui sont par exemple en Allemagne à Leipzig et à Dresde. Vous avez mené des travaux de recherche de provenance. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un aperçu
de ce dont on parle. Ce sont des objets qui, oui, d'une manière ou d'une autre, ne sont peut-être pas au bon endroit, en fait, en étant ici en Allemagne. Votre micro, s'il vous plaît, Madame Fassa. Oui, le projet dont vous parlez est le projet du musée d'ethnologie de Dresde et du musée Rathaus de Leipzig. Et oui, il s'agit du Togo, effectivement, dans ces deux musées. Donc, c'est d'autant plus intéressant que Madame Lawson soit là aujourd'hui. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de nous échanger aussi plus tard. Parce que sans ce dialogue binational, on ne pourra pas avancer sur cette question de l'avenir de ces objets d'art. Donc, ce projet traite d'environ 700 objets d'art et on essaie de voir quels sont les personnes qui collectent ces objets, qu'on essaie de voir un petit peu d'où ils proviennent. Et c'est un travail assez difficile et puis chronophage aussi. Et ce sont des acteurs parfois de l'époque coloniale, ce sont des acteurs qui ont participé à des expéditions quelconques pour, entre guillemets, découvrir ce Togo colonisé. Mais ce sont aussi des militaires, ce sont des militaires aussi qui ont mené parfois ces expéditions. Donc, ce projet est un projet dans le cadre duquel nous faisons une sorte d'inventaire des objets qui sont disponibles et nous travaillons avec des collègues du Togo, des musées nationaux au Togo, pour essayer de mieux comprendre quelle est la provenance de ces projets, de ces objets, quel est leur cheminement. Et la question principale qui se pose pour nous dans nos cadres de nos travaux de recherche sur la provenance, c'est de travailler justement vers cette volonté de restituer les biens. Donc, il est d'autant plus important de comprendre d'où ils viennent, de bien identifier leur provenance. Oui, cet exemple du Togo est l'exemple d'un pays anciennement colonisé par l'Allemagne et qui doit maintenant ou peut maintenant échanger avec nous pour peut-être trouver un avenir à ces objets. Nous menons aussi un projet avec la Chine. Je sais que la France a d'autres approches avec les anciens pays qu'elle avait colonisés. Nous essayons vraiment de promouvoir un travail de la part des musées qui consiste en une mise en réseau international pour permettre de définir ces provenances. J'aimerais bien revenir vers Monsieur Claes. Vous avez vous aussi suivi ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous voyez des parallèles entre ce que vous vivez en Belgique en tant que galeriste ou ce que vous avez entendu là maintenant? Écoutez, c'est très intéressant parce que tout d'abord, on a tendance encore une fois à vouloir parler de l'Afrique en un seul nom, mais l'Afrique, elle est multiple. Je peux vous parler du Congo, Madame Lanson parle du Togo. Mais il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que Madame Forster, par exemple, parle des provenances. Donc, il est vrai que l'Allemagne a pris de l'avance un petit peu sur ses pays voisins et recherche vraiment à savoir quelle est l'histoire des objets. Hein. C'est qui est un peu à l'opposé de ce qui a été dit dans le rapport Felwinsar et Savoie, où on généralise tout. On se dit tout ce qui est d'époque coloniale, de facto, est quelque chose qui a été pris de manière illicite. Ce n'est pas vrai. L'Afrique a eu une histoire, les colonisations ont eu des histoires. Les sculpteurs, les artistes africains ont sculpté des dizaines de milliers d'objets qui étaient uniquement destinés aux Européens, qui remplissent tous les musées d'Allemagne et de Belgique et de France. Il faut savoir que dans les collections muséales, il existe des objets qui ont été faits pour les Blancs. On va quand même pas devoir discuter de savoir s'il faut les rendre en Afrique. Ça serait quand même quelque chose d'assez surréaliste. Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. À côté de ça, j'aime cette idée parce que chaque objet a son histoire. Et donc, il est très important de pouvoir connaître le traçage d'une pièce et son histoire. Et je savais, je suis en tout cas dans mon métier, un des défenseurs de la restitution des premières heures, mais à condition que celle-ci soit vraiment réfléchie. Effectivement, je n'aime pas le fait de généraliser. Il y a des pièces qui sont dans les musées, qui sont issues d'histoires issues d'une histoire parfois dramatique, avec effectivement des prises de guerre, qui sont certes des histoires propres à l'époque,
parce que toutes les grandes civilisations l'ont fait, l'ont connu, c'est pas propre à l'Afrique. Mais disons que c'est vrai que l'Afrique, il y a eu un traitement un peu plus sévère avec l'Afrique. À côté de ça, ce qui m'intéresse de l'autre côté, c'est ce que m'a dit la Lanson, par exemple. Oui, les objets, elle passe directement à l'étape, je dirais la seconde étape, de se dire, c'est vrai, d'un côté, il y a les provenances, on va pouvoir désigner des objets qui ont été peut-être effectivement arrachés à des peuples ou des prises de guerre et toute forme de choses qui sont vraiment, je dirais moralement en tout cas, aujourd'hui condamnables, parce qu'à l'époque, ce ne l'était pas, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on juge les faits de l'époque avec notre regard d'aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était tout à fait, c'est comme ça que ça se faisait, je dirais. Bon, donc déjà, il y a une petite nuance. Enfin bref, et là, effectivement, Mme Lanson a raison. Alors, elle part directement dans le plan B, c'est-à-dire les objets, bah, il faudrait savoir ce qu'on en fait. On les ramène effectivement soit dans leur contexte, mais dans leur contexte, c'est assez compliqué. Je connais très bien l'Afrique. J'ai fait la plupart des pays d'Afrique. Aujourd'hui, la plupart des peuplades aujourd'hui ne sont plus du tout. Il y a eu quand même effectivement l'Afrique, Dieu soit loué, a évolué. Il y a eu l'abandon des croyances et l'Afrique évolue dans un autre système. À côté de ça, pour ceux qui sont toujours proches de leurs croyances, et il y en a, vous imaginez bien que les peuplades africaines ne se sont pas arrêtées du fait que leurs objets ont quitté le pays pour arrêter leur rite. Ça, il faut qu'on arrête cette idée. Les objets en soi, il faut comprendre une chose, ce sont des supports. Ce qui est intéressant, c'est ce qui importe dans l'œuvre, c'est un autochtone, c'est ce qu'il y a, la magie qui lui est apportée. Un objet, dès qu'il est désacralisé, n'a plus aucune valeur. Donc, apporter une œuvre qui a été 100 ans dans un musée qui n'appartient plus à l'Afrique, c'est fini, enfin, qui n'appartient plus en tout cas au rite africain. On voudrait le ramener pour le sacraliser à nouveau? Enfin, ça n'a aucun sens, évidemment. Par contre, Mme Lanson dit quelque chose, effectivement, et elle percute là-dessus, ben, effectivement, ou dans des institutions publiques, où les peuplades peuvent venir contempler des œuvres qui, pour la plupart, générationnellement, n'ont pas pu être confrontées. Mais à côté de ça, quelque chose qui parfois un petit peu m'embête, c'est que les musées, c'est quand même une invention occidentale. Le musée en soi, c'est pas africain. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, dans la majorité des pays africains, il n'y a pas de musée. On voudrait, au fait, aujourd'hui, finalement, institutionnaliser un modèle occidental. Vous savez que la plupart des objets qui sont dans les musées occidentaux aujourd'hui n'étaient pas visibles des peuples. Ces objets étaient cachés à l'abri dans les grandes peuplades. Ils n'étaient pas visibles. Aujourd'hui, pourquoi pas, encore dans cette évolution, je suis ouvert à tout, vous savez, mais il faut quand même prendre compte de tout ça, et c'est pour ça qu'il y a ce débat que je trouve qui est vraiment formidable, c'est qu'à un moment donné, on est en train de décider, alors parfois je vais être un peu dur, on est en train de décider en Occident, on vous a tout pris, et maintenant on va tout vous rendre. C'est pas comme ça. Vous voyez? Et encore une fois, je pense réellement que l'Afrique est multiple. Il y a des pays aujourd'hui, effectivement, qui ont démontré une envie de porter au plus haut la culture, et d'autres pays qui sont un peu à la traîne. J'étais à Abidjan dernièrement en Côte d'Ivoire. Le dernier musée qui était à Abidjan en Côte d'Ivoire date de l'époque coloniale de 1948. C'est le musée qui était le musée de l'IFAN, qui était une ancienne salle de fête. Il n'y a jamais eu en un demi-siècle aucune volonté de faire un réel musée. Bref, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Évidemment qu'il faut des restitutions. Mais je veux dire par là qu'à un moment donné, on doit vraiment réfléchir. Parce que le sujet, aujourd'hui, il est accaparé en Occident. Et au fait, on ne tient absolument pas compte de ce qui se passe en Afrique. J'ai envie de dire que le résumé, ça serait, on vous a tout pris, peu importe vraiment comment, on a fait des choses pour vous, on vous les rend, faites sans vous voulez, brûlez-les, explosez-les, vendez-les, bref, c'est plus notre problème. Frau Lawson, ist das ein Vorschlag, mit dem Sie leben können? Hier sind die Objekte. Madame Lawson, est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce soit une réponse peut-être possible? On vous rend les objets et puis faites ce que vous voulez de ces objets? Madame Lawson? J'ai trouvé que M. Claes a soulevé plusieurs questions essentielles. Parmi les questions, c'est la perspective. Il faut aussi sortir du point de vue strictement occidental. Il y a plusieurs manières de faire. La notion de musée est une notion issue de l'Occident. Donc peut-être qu'il y a d'autres manières de présenter les objets et de créer des connexions avec leur public, leur communauté d'origine, mais aussi leur public. L'Afrique d'il y a un siècle, l'Afrique de l'époque coloniale n'est plus celle d'aujourd'hui, parce que les sociétés ont énormément évolué, les générations se succèdent et ne se ressemblent pas, mais aussi les communautés se succèdent et ne se ressemblent pas, puisque maintenant on essaie de créer des nations
là où avant, il y avait des communautés différentes qui étaient parfois même sur plusieurs territoires et plusieurs pays actuels, États actuels. Donc, il s'agit au fait de réfléchir à quelle pourrait être l'approche africaine de retour de ces œuvres. Quand vous dites rendre les œuvres, effectivement, rendre tout en se disant, bon, allez, on vous rend tout sans réflexion, je trouve que bon, c'est une approche qui n'est pas forcément la plus féconde en termes d'organisation, mais ça dépend une fois de plus des pays, et je ne parle pas au nom du continent africain. Et je pense que personne ne peut parler au nom d'un continent, surtout d'un continent qui a une telle richesse culturelle, une telle diversité de peuples. Mais je pense qu'il y a plusieurs approches, et une des approches est de s'interroger déjà sur qu'est-ce qu'un musée, est-ce que la notion de musée telle qu'elle est pratiquée en Occident est exactement celle qu'il faut transposer en Afrique. Moi, en 2014, quand je fais juste un aparté sur l'histoire du palais de Lomé. Le palais de Lomé est un symbole par excellence de la colonisation, puisque c'était le palais des gouverneurs allemands puis français. Donc, c'était le lieu d'où s'exerçait le pouvoir colonial, un lieu de domination et d'oppression, qui a été abandonné pendant 20 ans. Pendant plus de 20 ans, il a été abandonné et c'était une ruine. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur de faire les travaux, enfin de vraiment diriger les travaux de transformation de ce bâtiment. Et effectivement, dans les réflexions, dans les commentaires, on me disait que faire de ce patrimoine. C'est un patrimoine colonial qui n'est pas tout à fait nous, c'est un patrimoine européen. Et je leur dis non, c'est un patrimoine togolais, même s'il a été construit par des colonisateurs, des colons allemands. Donc c'est un vestige de la colonisation, mais c'est à nous de transformer ce vestige du passé pour montrer l'Afrique, le Togo et l'Afrique de demain. Donc on s'approprie un symbole colonial pour en faire autre chose et pour montrer qui nous sommes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à faire une première exposition qui s'appelle Le Togo des rois et qui montrait justement donc, du lieu d'où s'exerçait le pouvoir colonial, de montrer le pouvoir traditionnel. Et donc dans cette approche-là, il s'est agi de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut montrer et comment le montrer. Comment le montrer? Donc, en 2014, je me souviens quand je parlais de faire un lieu aux normes internationales de conservation des objets par rapport au climat, etc., à la climatisation et tous ces éléments, il y avait un fort scepticisme de la part d'interlocuteurs occidentaux qui me disaient à l'époque personne ne voudra vous prêter les œuvres parce qu'on n'aime pas forcément prêter les œuvres en Afrique, etc. Ça, c'était en 2014. En 2021, je constate que ce genre de commentaires n'est plus d'actualité. Donc, il y a beaucoup de progrès qui a été accompli dans la réflexion même d'une restitution en Afrique. Et on prend enfin les Africains au sérieux par rapport à ces éléments. Puisque maintenant, la question qui est abordée n'est plus est-ce que les Africains sont capables de s'occuper d'objets qui leur appartenaient avant, c'est plutôt comment leur rendre et sous quelles conditions. Donc, il y a une évolution dans le débat. Maintenant, là où je rejoins M. Claes, et c'est très important, c'est de se dire comment faire pour avoir une approche africaine, pour ne pas transposer un modèle uniquement occidental. Donc nous, en ce qui nous a concerné pour nos expositions et pour l'exposition du Togo des rois, ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité aussi, nous avons tenu à montrer un patrimoine qui est largement méconnu, qui est le patrimoine qui existe sur place. Donc même si les peuples ont évolué, certains objets sont conservés et cachés dans les collectivités, parce qu'ils ne sont pas destinés à être montrés. Ils ne sont pas destinés à être montrés, ils sont animés, on ne les considère pas comme des objets, comme en Europe, ce ne sont pas des objets inertes, ce sont des objets vivants. Donc on ne peut pas montrer à n'importe qui, ou qu'on ne sort qu'à certaines occasions pour des fêtes et des cérémonies particulières. Donc nous avons la chance au Togo d'avoir, dans certaines régions, des cérémonies encore très vivaces. Et pour la première fois, ils ont accepté de prêter les objets et de les montrer à d'autres régions. Ce qui intéressait au fait les collectivités et chefs traditionnels propriétaires de ces objets, c'était de se dire, bon, nous sommes intéressés par partager ce que nous avons avec d'autres personnes de la nation togolaise, d'autres peuples togolais qui ne connaissent pas nécessairement ce que nous avons. Donc, si vous voulez, c'est une approche un peu différente qui consistait à voir comment présenter ces objets. Et donc, pour faire cette exposition, nous avons eu une approche aussi qui est peut-être dans un musée classique en Occident, peut-être que je me trompe, madame, mais dans un musée classique, par exemple en Allemagne, quand vous faites une exposition, vous avez une liste d'objets. Vous connaissez dans ces objets, vous savez dans quel musée et institution ils se trouvent, ou alors dans quelle collection privée ils sont. Et ensuite, on sollicite les collectionneurs et les institutions pour qu'ils vous prêtent les objets. Ce qui nous a intéressé dans notre approche pour le Togo des rois, c'était d'aller à la rencontre des collectivités et des communautés locales, en leur disant qu'est-ce que vous voulez montrer de vous-même? Quelle histoire tenez-vous à montrer de vous, de vos traditions, de vos cultures? C'est vous qui êtes des co-commissaires de l'exposition. Donc, notre méthodologie était une méthodologie loin d'être classique, puisqu'il s'agissait de montrer au fait des objets
enfin de co-créer l'exposition avec eux, de se dire, bon, qu'est-ce qu'ils veulent montrer, quelle histoire veulent-ils raconter? Nous sommes à votre écoute, nous vous écoutons. Donc, expliquez-nous ce que vous voulez montrer. Et à partir de cela, nous avons créé une exposition à partir d'objets présentés par d'autres. Donc, je pense que dans cette approche-là et dans cette réflexion, il me paraît très important de se dire qu'il faut aussi impliquer les différentes communautés locales. Frau Förster, jetzt haben wir auf der einen Seite Madame Förster, vous l'avez entendu d'un côté de M. Klaes et de M. Lawson. Il semble qu'il s'est passé quelque chose quand même ces dernières années. Il y a eu une évolution et ce qui vient d'être dit, effectivement, très souvent, on a cette approche peut-être trop européenne sur le terrain et on a toujours envie de dire comment nous, on aimerait que les choses soient présentées, soient exposées. Aujourd'hui, peut-être que ce qui serait intéressant de voir, c'est un petit peu ce lien entre les collections des musées en Europe et ce passé colonial. Oui, j'ai trouvé vraiment très intéressant ce que vient de dire Madame Lawson et puis la manière dont elle décrit aussi comment elle en est arrivée à ce qu'elle présente aujourd'hui. Cette époque coloniale a bien sûr un rôle particulier à jouer et puis c'est vrai qu'il faut ancrer le tout dans le contexte local, bien évidemment. Nous, dans les institutions européennes, je pense que nous ne comprenons peut-être pas suffisamment bien quelles sont les interprétations qui sont liées à ces objets qui peut-être à l'origine étaient des objets qui étaient juste exposés dans les musées européens. Mais quand j'entends parler, par exemple, mes collègues du Cameroun, qui parlent des musées, des palais qui existent chez eux, des différentes pièces de collection aussi, des biens culturels, des restaurations aussi et des projets de restauration, des travaux de restauration dans les musées et autres. Il y a certains musées européens d'ailleurs qui coopèrent avec eux. Eh bien là, j'ai l'impression que nous n'en savons nous ne savons finalement pas grand-chose. Nous ne nous rendons pas compte de cette dynamique qui se met en place dans ces différentes régions d'Afrique pour remettre tout cela, pour redonner à tout cela une certaine forme de vie. Et moi, je suis confiante sur le fait que ces objets vont retrouver effectivement une vie et que il y aura aussi de nouvelles formes d'exposition, des expositions participatives aussi, justement en coopération avec les communautés locales et que peut-être nous aussi, en Europe, nous allons prendre exemple là-dessus et nous allons aussi en tirer des leçons. Nous allons mieux comprendre comment nous pouvons travailler au XXIe siècle, à une époque donc post-coloniale, comment nous pouvons coopérer et échanger avec les différentes sociétés, les différentes communautés, avec les différents pays africains. Monsieur Klaes, est-ce que vous pensez que les Européens en seront capables? Écoutez, capables de, je n'ai pas bien compris, les Européens capables de? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez qu'ils seraient capables d'aller au-delà de leurs propres habitudes et approches des choses? J'ai bien compris, Madame Thurston. Oui. Parce qu'on voit bien quand même, on en a parlé aujourd'hui déjà aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais on se rend compte aussi que quand il y a des changements, c'est quand même assez long. Et puis là, vous, Madame Lawson, vous avez parlé de ce qui a évolué depuis 2014. Aujourd'hui, les sociétés entendent de plus en plus parler aussi de ces restitutions potentielles ou réelles. Qu'en est-il donc? C'était un peu le contexte, Monsieur Klaes. Et c'est dans ce contexte que je vous demandais si vous pensez que les Européens seraient capables d'aller au-delà de leur propre approche. Alors, je vais faire un peu d'histoire. Vous savez, le débat dans lequel on est aujourd'hui des restitutions, en fait, on est bien loin de ce qui a déjà été fait. Pour vous donner un exemple, la Belgique, le musée de Tervuren, a restitué en 1981 plus de 175 objets au musée de Kinshasa. Bon, personne n'en parle aujourd'hui, mais l'IFAN, au musée de l'IFAN de Dakar, avait les boîtes qui étaient préparées pour que les objets, les caisses étaient préparées à l'époque au musée de l'Homme pour que certains objets reviennent au Sénégal. Il a fallu une dernière signature de dernière minute pour pas que ça se fasse. Donc, je veux dire, c'est un débat aujourd'hui, je peux vous dire, qui existe depuis
le lendemain des indépendances. Donc, ce n'est pas un nouveau débat. On a l'impression de découvrir quelque chose dans les restitutions, mais pas du tout. Les pays africains ont toujours fait des réclamations, toujours demandé des restitutions, sauf qu'effectivement, ils ont toujours eu de l'autre côté un dialogue de sourds. D'un autre côté, moi, je vous avouer que, il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Qui me dérangent pourquoi? Parce que vous voyez, moi je suis métis, donc je suis un petit peu le fruit de cette colonisation. Hein, vous voyez, je suis né d'un père blanc qui est un petit-fils peut-être de colon qui a rencontré une femme zaïroise sur place. Donc, je suis aussi cet héritage-là. Mais moi, aujourd'hui, je vis en Occident, il y a une diaspora. Moi, ce que je veux aussi, c'est sentir aussi que les œuvres qui sont dans les musées européens, qui sont finalement une vitrine extraordinaire pour les cultures africaines. Alors, me direz-vous, l'un n'est pas possible sans l'autre, parce que c'est vrai qu'il y a des extrémistes d'un côté et des extrémistes d'un autre qui vous disent qu'on va vider les musées européens. C'est faux, on le sait très bien, ça n'arrivera jamais. Hein. Bon, restons quand même un petit peu sensés. Mais de là, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'on a un peu facile aujourd'hui et qu'on a trouvé peut-être en Occident une manière dans cette période de se dire, dans cette période de repentance, ben on a trouvé quelque chose. Ça va être les objets. On va leur rendre tout ça et finalement, ben, on va passer et la colonisation, on va tout oublier. On va pouvoir se faire pardonner. Ah ben, je ne suis pas très d'accord avec ça. Moi, si vous voulez, ce que je pense pour l'Afrique qu'il faut, parce que ce n'est pas l'idée de vider les musées ou de vider le 10%, 30% des musées occidentaux pour les remplir dans des musées qui n'existent pas en Afrique ou pour les mettre dans des cultures qui n'existent pas en Afrique. L'idée, c'est quoi? Je pense que l'Afrique aujourd'hui doit cibler. Est-ce que l'Allemagne aujourd'hui est prête à restituer le buste de Néfertiti à l'Égypte? Enfin, l'Égypte, c'est aussi l'Afrique, on n'en parle jamais. L'Égypte réclame le buste de Néfertiti depuis 100 ans. On n'en entend jamais parler. C'est facile de dépoussiérer un peu les musées et remettre un petit peu ce qu'ils veulent aux Africains. L'Afrique aujourd'hui, elle doit cibler. Elle doit réclamer des objets qui sont des pans de leur histoire. Et c'est là que ça dérangera. Imagine des restitutions dans les musées occidentaux avec quelques historiens qui trouvent quelques provenances d'objets en disant on a trouvé ça et ça et ça, on peut vous les rendre, venez les chercher. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais l'Afrique n'est pas encore aujourd'hui armée pour cela. Si moi j'avais l'occasion, le pouvoir de pouvoir le faire, chaque pays aujourd'hui, dans chaque musée occidentaux, et peut-être même dans des collections privées, peu importe, ont des objets ciblés qui sont des pans de leur histoire. C'est ça dont a besoin l'Afrique. Le Bénin l'a fait en réclamant les 27 pièces. L'Égypte le fait avec le buste de Néfertiti. Ils ont toujours eu porte close en répondant au ministère de la Culture égyptienne. Le Congo, il y a quelques objets qui sont des objets extrêmement importants, qui sont des patrimoines nationaux. Ces objets-là, vous savez, écoutez, la France, le Bénin a réclamé ses 27 œuvres. La seule et unique œuvre qu'il fallait être restituée, c'est-à-dire le grand personnage en fer du roi Béhanzin, n'a pas été restituée. C'est ça qu'il fallait restituer. C'est pas le reste. C'était cette pièce-là que l'Allemagne restitue le buste de Néfertiti. Les Égyptiens ont toujours dit gardez tout, gardez tout. Nous voulons. Können Sie kurz sagen, welches das war? Können Sie ganz kurz erwähnen, welches das war? Est-ce que vous pourriez nous dire quel est cet objet qui n'a pas été rendu au Bénin, cet objet qui, d'après vous, était l'objet décisif, finalement? C'est un personnage en fait en fer qui date du 18e, qui représente un des rois les plus importants du royaume du Bénin. Et il n'est pas dans l'ensemble. Cet objet a été refusé de la restitution. Il fait partie du patrimoine national français. D'ailleurs, à l'histoire, c'est le seul objet qui a été interdit à la vente. Vous savez que la France est munie d'une loi qui interdit les objets de sortir de son territoire si elles font partie du patrimoine français. Ben, cet objet fait partie de ces patrimoines-là. Et c'est cet objet-là qu'il fallait. Et cet objet n'a pas été rendu. Vous voyez, donc, je veux dire, tous ces grands discours, le Congo que je connais très bien, j'y étais le mois passé, c'est muni d'un tout nouveau musée, magnifique. Le Congo dispose 50 000 objets dans ses collections, 50 000. Il y a 500 pièces qui sont exposées. Vous pensez que le Congo a besoin de recevoir 50 000 autres pièces pour les mettre où? Pour en faire quoi? Par contre, je réclamerais le masque Louba, qui est le chef-d'œuvre absolu du musée de Terre-Jurette, qui lui, par contre, historiquement a été pillé. Vraiment, c'est une prise de guerre. Mais par contre, celui-là, on ne le rendra pas. Donc, tous ces discours, je vais vous dire une chose, l'Afrique aujourd'hui a besoin de s'armer de tout ça. C'est bien beau de faire ces discours, nous allons restituer l'Afrique. La plupart des Africains, en fait, ils n'ont rien demandé. Entre parenthèses, je m'excuse. OK? Ça dépend desquels. Ça dépend lesquels. Donc, quand je dis rien demander, je m'excuse. C'est pour ça que chaque fois je m'excuse. Et vous l'avez dit, Madame Lanson, vous ne parlez pas au nom de l'Afrique et vous avez raison et moi non plus. Et finalement, les Occidentaux parlent des pays de l'Afrique comme si effectivement ils étaient maîtres du monde. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, à Ouagadougou, dit « Je vais rendre à l'Afrique son patrimoine », enfin, mais quelle prétention? Mais quelle prétention? Je veux dire, c'était pour se mettre en opposition à son discours, le discours de Sarkozy quelques années plus tôt. Je veux dire par là, l'Afrique est multiple. Aujourd'hui,
Peut-on imaginer restituer les objets au Mali, un pays qui est aujourd'hui islamisé radicalement à 90%? C'est pas possible. L'Afrique, elle est plurielle. Ce que Mme Lanson dit à propos de leur musée, je trouve que c'est une chose extraordinaire. Je ne me suis pas rendu encore à Lomé, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait de ce palais. C'est juste fabuleux. Ils ont pu transformer effectivement cet édifice représentant vraiment la puissance coloniale en un endroit qui est maintenant togolais. Je veux dire, c'est fabuleux. Donc, il y a moyen d'imaginer les choses. Ceci dit, je pense réellement, si vous voulez mon avis, que l'Occident est encore en train de décider pour l'Afrique. Et voilà ce qui me dérange. Ça me dérange très fort. Mais c'est pour ça qu'il faut partager les approches et les expériences africaines. Parce que je pense que ce que vous avez dit, le discours du président Macron a eu le mérite d'attirer l'attention sur ces objets. Parce qu'au-delà du Cénacle, des érudits et des initiés, la question des restitutions n'avait pas atteint le grand public. Aujourd'hui, grâce au discours du président Macron et à son initiative, le grand public est au courant. Et je pense que c'est important. C'est un débat qui est devenu, je ne vais pas dire qui est tombé dans le domaine public, mais en tout cas qui est devenu courant et commun. Là où il y a quelques années, seuls les initiés s'y intéressaient réellement. Ouais, mais ça a été... Pardon, excusez-moi, je m'excuse. Non, je vous en prie, parlons. Ça a été aussi un faux espoir. Vous voyez, rendre à l'Afrique, c'est un faux espoir. Eine falsche Hoffnung tatsächlich. Frau Förster, würden Sie das wenn ich da kurz hineingehen kann. Also Herr Klaas sagt tatsächlich... Permettez-moi d'intervenir. Monsieur Klaas dit que c'est un faux espoir. Madame Lawson a l'air plutôt plus complaisante, j'ai envie de dire. Madame Förster, comment voyez-vous la chose? Est-ce que ce que vous faites, votre travail, qui existe depuis 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas, il a été créé il y a 2 ans, c'est un tout nouveau secteur, donc, un tout nouveau domaine. Quelle est votre impression? Est-ce que vous trouvez que ça apporte quelque chose et en quoi? Moi, je dirais que le fait que notre service ait été créé dans cette fondation, c'est quand même déjà une bonne chose et un gros effort. Et clairement, c'est une des conséquences du discours d'Emmanuel Macron, ça je peux le dire, vraiment. Moi, j'ai commencé à travailler sur le colonialisme en 2000 et puis je suis allée en Namibie pour faire des travaux de recherche sur le terrain. Et je m'étais posé la question de savoir comment les Namibiens se souviennent de cette période coloniale. Et je dois dire qu'il y a eu, par cette allocution, ce discours d'Emmanuel Macron, quand même un certain tournant. Il y a eu une attention plus particulière qui a été portée sur ce thème de la restitution. Il y a eu vraiment un changement, je crois, ou une évolution en tout cas de la situation. Et parfois, en Allemagne, on a eu vraiment des rapports très détaillés sur cette époque colonialiste. Donc, vraiment, il s'est passé quelque chose de capital, me semble-t-il, et j'en suis ravie. Maintenant, il faut continuer à rester prudent, à savoir qu'il faut continuer à bien comprendre les choses et essayer de choisir la bonne voie et puis la bonne vitesse aussi à suivre. Peut-être pas aller trop vite ou quoi. On a parlé de beaucoup d'institutions, on a parlé du monde politique aussi qui a un petit peu plus été sensibilisé ou sensibilisé la population à ce sujet ces dernières années. Mais il faut aussi ne pas oublier que nous avons besoin d'un certain rythme et que les pays aussi d'Afrique avec lesquels nous coopérons ont besoin aussi d'un certain rythme. Moi, dans mon travail de coopération avec la Namibie, je vois que les processus de délibération, d'opinion à mettre en place ont un autre rythme. Parfois, la question se pose de savoir si les objets concernent vraiment telle ou telle partie de l'histoire, comment on peut les accueillir de nouveau dans le pays. Tout cela, ce sont des questions qui se posent dans le cadre de ces échanges. Donc, je vois bien que c'est un processus qu'il convient de mettre en place, un processus durant lequel nous devons d'abord être ceux qui écoutent les autres. Après cette longue histoire de colonisation, la Namibie a eu cette colonisation pendant très longtemps finalement, et il a fallu aussi traiter cette histoire. Et donc, dans ce contexte, je crois qu'il est important de ne pas suivre cette logique qui consiste à dire, voilà, nous avons trouvé le problème et
et pour le résoudre, on va réagir au plus vite, on va juste rendre les choses et tout est terminé. Non, ça ne marche pas. Il y a vraiment un long processus qui doit être mis en place. Et à partir de là, on pourra comprendre qui sommes-nous aujourd'hui en tant qu'anciens colonisateurs, qui sommes-nous face à ce partenaire que nous avons aujourd'hui et comment pouvons-nous au XXIe siècle essayer de coopérer avec ce partenaire, trouver avec ce partenaire des voies, de présenter peut-être ses excuses aussi. C'est important aussi. Et dans le discours sur ces musées, je crois qu'il s'agit aussi finalement de résoudre ces grosses questions qui se posent. Qu'il s'agisse de questions un petit peu artificielles ou réellement réelles, peu importe, je crois qu'elles doivent être traitées et il est important qu'elles soient prises en compte. Donc, cette justice historique ne doit pas être oubliée. Oui, parce que pour avoir un avenir, il faut effectivement qu'il y ait un respect mutuel déjà qui soit mis en place. Oui, effectivement, j'ai pris note de beaucoup de mots-clés sur lesquels j'aimerais revenir, mais j'aimerais bien aussi donner la parole à peut-être nos participants à cette séance d'aujourd'hui. J'ai vu tout à l'heure que certaines personnes avaient levé la main. Vous pouvez le faire maintenant si vous souhaitez prendre la parole. Ah, je vois déjà une main levée. Et c'est notre participant, Andreas Aube. Je vous en prie la main. Andreas? Oui, bonjour, je m'appelle Andreas Schutawa. Je travaille pour le journal Zeit et Kontext. J'ai une question concernant le Togo. Je connais bien les collections qui sont à Berlin et à Leipzig, Körperketten. Il y a différents objets qui sont exposés et ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait s'imaginer quand on parle d'art, en fait, ces objets qui sont exposés. Et moi, je me demandais si les Togolais aimeraient avoir ces objets, parce que au Togo, il y avait très peu de groupes qui avaient des objets particuliers auxquels ils étaient attachés, qu'ils aimeraient peut-être avoir de nouveau aujourd'hui pour les exposer. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'il en est. Je crois que les objets que nous avons ici aujourd'hui sont n'ont pas peut-être pas cette importance qu'on croirait au Togo. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ensuite, je voulais parler de mon expérience en Ouganda. Le musée là-bas a plus de 100 000 objets. Dans les années 50, un architecte allemand a construit ce musée et les collections ont été faites par ces coloniaux. Et puis, les textes datent aussi des années 50. C'est une exposition que l'on peut voir aujourd'hui encore d'ailleurs. Et quand moi, j'entends des collègues qui se sont rendus au Mali ou ailleurs et qui parlent d'expositions qui ont été faites par les États-Unis. Toujours se pose la question de la part des collègues africains de savoir quelle est la valeur de la culture et de ces biens culturels pour les gouvernements africains. Parce que les gouvernements ont peut-être d'autres priorités. Oui, alors pour ce qui est de la partie Togo, peut-être que Mme Lawson pourrait s'exprimer sur la question. Voilà, mais déjà, je pense que parler au nom des gouvernements africains, c'est toujours compliqué. Parler de la valeur de la culture, ça c'est un vrai débat que j'ai souvent entendu, très souvent, au fil des travaux. Et moi-même, je me suis posé la question. Effectivement, on a un continent qui n'est pas nécessairement le plus prospère économiquement. Et donc, est-ce que la culture est une priorité? Mais pourtant, oui. C'est une priorité parce qu'elle fait partie des infrastructures. C'est ce qui forge une nation, une identité, mais qui forge aussi des imaginaires. Et c'est important de pouvoir avoir un imaginaire, d'avoir une assurance pour aborder le monde de demain. Donc, je pense que c'est important et que le débat qui consiste à dire la culture, vu les difficultés économiques de l'Afrique, la culture est secondaire, ça me paraît être un débat faussé dans la mesure où c'est méconnaître la réalité profonde de tout être humain. Et sa capacité à se projeter dans un avenir, à puiser dans ses forces, dans toute une série d'imaginaires et de représentations. Mais sinon, pour en revenir au Togo, je pense que quand vous parlez d'objets, et c'est là la différence peut-être avec l'Occident, je ne sais pas ce que vous appelez un objet de valeur. Parce que certains objets
n'ont pas de valeur monétaire ou apparente, mais ils sont très importants. Pour vous donner un exemple, dans notre exposition, nous avons montré un objet, moi-même, quand je l'ai vu la première fois, c'était une tunique complètement délabrée, abîmée, qui était rongée par le feu. Et une tunique, franchement, en la voyant, je me suis dit, c'est un bout de tissu qui n'avait aucune esthétique particulière parce qu'il était tellement rongé que on ne le voyait plus tellement. Et finalement, c'était cette tunique. Quand j'ai compris son utilité et son usage et l'importance symbolique qu'elle avait, ce n'était plus un objet banal. Donc, quand on dit objet, parce que c'est une tunique qui permet d'aller dans le feu, c'est une tunique c'est une protection incendie. Donc, la personne qui la revêt après des cérémonies initiatiques, peut aller, je l'ai vu faire, peut plonger dans le feu sans être brûlée. Donc, la tunique a été brûlée par le feu, mais a de l'importance. Donc, quelqu'un qui la voit dans un musée à Leipzig, Berlin ou ailleurs, peut se dire, c'est quoi ce bout de tissu sans intérêt? Parce qu'il n'est plus dans le contexte. Donc, il se dit juste que c'est un tissu abîmé. Donc, vous voyez, je pense que parler de valeur de l'objet, c'est toujours très délicat parce que la valeur d'un objet est liée aussi à ce qu'on lui attribue. Donc, il faut sortir justement de cette perspective européenne qui consiste à accorder de la valeur à certains objets d'un point de vue esthétique, d'un point de vue monétaire. La tunique aurait-elle été recouverte d'or, entièrement brodée de fil d'or, si elle n'avait pas cette capacité et ce pouvoir pour les habitants de la collectivité en question, peut-être qu'elle n'aurait pas eu autant de valeur non plus. Donc, la valeur monétaire, on sait très bien que c'est distinct de la valeur réelle. Et c'est une question d'imaginaire et de symbolique. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question. Herr Schlotthauer, vielen Dank dafür. Wir haben noch einige Leute auf der Liste. Oh, jetzt habe ich mich. Merci beaucoup, Monsieur Schlotthauer. Nous avons la possibilité de donner la parole à d'autres personnes. Par exemple, Monsieur Bembele voulait prendre la parole, si je ne me trompe pas. Monsieur Mumbembele, vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Parce que nous avons bien noté sur notre liste que vous vouliez prendre la parole. Monsieur Mumbembele, la parole est à vous. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Pourriez-vous allumer votre vidéo, s'il vous plaît? Et attendez. Alors, c'est bon? En tout cas, on vous entend. C'est pas grave si ça ne marche pas. C'est le plus important après tout. C'est bon, je crois que ça devait marcher en fait. Voilà, moi je voudrais intervenir par rapport à certaines, j'appelle des Kinshasa et de l'université de Kinshasa où j'assure les cours d'histoire des musées du Congo. Et je voudrais intervenir par rapport à certaines interventions que j'ai suivies, notamment de M. Claes, et que j'ai suivi parfaitement. Et j'ai eu comme l'impression que M. Claes, dans ses déclarations, c'est vrai, vous parlez de 60 000 objets dans les collections de Kinshasa, donc on n'a jamais atteint ces chiffres-là. Donc, les derniers chiffres qui datent des années 70, c'est 45 000 objets et qui ne sont plus les mêmes d'ailleurs jusque maintenant parce que l'Institut des musées nationaux du Congo, donc le musée de manière générale au Congo, ont connu beaucoup de problèmes après les années 90 avec les pillages et tout ce qu'il y a eu comme notamment aussi la destruction des objets par des intempéries et autres choses. Donc, ce qui ne donne pas la possibilité d'avoir ces chiffres de 45 000 objets. Je pense qu'ici, parce que vous avez parlé de la question de la restitution, mais la restitution, c'est un droit. C'est un droit. Ces objets ont quitté, bon, disons l'Afrique, mais moi je parle du cas du Congo, mais ces objets ont quitté dans des conditions qui n'étaient pas régulières de manière générale. Et c'est un droit aux Africains en général et aux Congolais de pouvoir récupérer leurs objets. C'est un droit. Dire que tous ces objets étaient des objets sacrés et qu'en rentrant, on doit les réutiliser ou encore de leur sacraliser. Non. Je pense que tous les objets qui avaient été acquis pendant la période coloniale, si vous regardez bien l'histoire, vous verrez que tous les objets n'étaient pas des objets sacrés.
il y a des objets d'ornement qu'on retrouvait dans la cour royale, Cuba et dans les autres groupes sociaux. Donc, il y avait des objets d'ornement qui existaient. Donc, tous les objets n'étaient pas des objets sacrés. Excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre. Je me permets à propos d'exemples précis, mais je suis d'accord avec vous que tous les objets ne sont pas sacrés. Je donnais juste quelques exemples précis sur les objets. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas généraliser en disant que tous les objets étaient sacrés. Merci. OK, d'accord. Donc, tous les objets n'étaient pas sacrés. Donc, la restitution est un droit. La restitution was denken Sie? Et c'est un droit et ça, on doit le reconnaître. Alors, et quant à réfléchir, à discuter sur les contextes de leur retour, ça dépend d'un pays à l'autre et cela dépend de l'histoire de chaque pays aussi. Aujourd'hui, l'Afrique, si vous regardez de manière générale, aussi bien du côté de l'Afrique francophone comme l'Afrique anglophone, vous allez trouver qu'il y a une nouvelle dynamique des musées qui s'est créée. Donc, la plupart des pays aujourd'hui ont compris que la valorisation, la protection, la conservation du patrimoine culturel aujourd'hui devient inévitable. Donc, on n'est plus dans cette logique-là de dire que certains pays, notamment les pays africains, n'ont pas la culture muséale. Mais là aussi, il faut qu'on en discute aussi. Vous parlez du Congo. Je peux peut-être vous informer que quand vous regardez la période coloniale au Congo belge, dans les années 30 jusqu'aux années 59-60, avant l'indépendance, les Congolais, les statistiques le montrent, les Congolais visitaient plus le musée par rapport aux Européens. Les statistiques sont là. Donc, Herr Mummele, könnten wir vielleicht, weil wir noch andere... Monsieur Mummele, est-ce que nous pourrions, parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions, est-ce que nous pourrions en profiter pour donner la parole à Monsieur Claes, peut-être? Avec plaisir, oui. Bonjour, chers compatriotes. Effectivement, vous avez parlé de tout d'abord 45 000 objets, mais c'est vrai que moi, je compte en plus les documents d'archives, photographies et tout ça qui sont des documents importants. C'est pour ça que je dis 50-60 000, plus ou moins. Voilà, pour donner un peu une réponse aux chiffres que j'ai avancé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'avoue que personnellement, étant congolais, je n'aime pas mettre en avant toutes les difficultés que le pays a connues, toutes les guerres civiles qui ont fait qu'effectivement, et maintenant vous avez lancé le sujet, une grande majorité de ces objets ont disparu, se sont retrouvés sur le marché. Une toute autre grande partie des objets ont été détruits, les insectes péris parce que dans la salle, à l'époque, au Mont Galiema, la toiture était défectueuse, il pleuvait dans ces salles. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas mettre en avant parce que j'aime mon pays et au fait, je donne à manger et je nourris les anti-restitutions de dire, vous voyez, on leur a rendu des objets, ils avaient un musée, ils ne savent pas s'en occuper. Voilà, mais malheureusement, vous m'avez obligé à le faire. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire, les gens le savent. Mais je pense aujourd'hui que le Congo d'hier et le Zaïre d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qu'on peut vraiment balayer. Et souvent, j'avance aussi que dans les musées occidentaux, il y a eu aussi des vols, il y a eu aussi des objets qui ont été détruits, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je sais assez balayer. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, c'est un sujet qui est tellement complexe. Le Congo, 82 fois la Belgique, 10 fois la France. Sa complexité est énorme. Alors l'Afrique, n'en parlons même pas. Et c'est vrai. Alors, j'ai avancé avec des objets par rapport au rite, mais bien évidemment, vous savez, je connais le Congo comme ma poche. Et la culture congolaise, ça coule dans mes veines. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez raison, tous les objets ne sont pas des rites. Mais pendant la colonisation, vous savez quand même qu'il y a eu des sculpteurs. Vous savez qu'il y avait des marchés au Bas-Congo depuis 1895 avec l'arrivée des Occidentaux. J'ai des photos d'archives qui montrent des autochtones en train de vendre des masques par centaines, par milliers. Vous savez que les Africains, parce que parfois, on infantilise nos aïeux. Mais si c'était pas bête, vous savez que les objets africains, les vrais objets, n'étaient pas sortis comme ça. Beaucoup étaient arrachés, mais ils sculptaient pour les Blancs. Quand il y avait des Européens qui venaient, on leur sculptait, on leur donnait des masques. Le musée de Tervuren, dans leur chef-d'œuvre, possède au moins 20 à 30% d'objets qui ont été sculptés pour les Blancs. C'est une certitude, je peux vous le certifier aujourd'hui. Et c'est valable dans la plupart des musées occidentaux. C'est d'ailleurs pour ça que les grands objets, la grande statue Remba du Zaïre, par exemple, que vous devez connaître, est sorti après les colonisations. 1948, Albert Mazen, envoyé par le musée de Tervuren, est allé rester 8 mois chez les Bahemba. Il est revenu de là en disant ceci, ces peuples sont tellement stupides qu'ils n'ont pas pu sculpter une statuette. 20 ans plus tard, sortaient 2000 statues. 2000. Donc, je voulais dire par là que c'est complexe. Et quand tu dis que c'est redevable,
Moi, je ne suis pas très d'accord. Vous savez, encore une fois, je ne veux pas le répéter à chaque fin de phrase. Je suis un des fervents défenseurs de la restitution. Mais je connais aussi l'histoire. Et l'histoire veut que d'abord, il y a eu effectivement les objets faits pour les Blancs. Mais surtout, je terminerai là-dessus, il y a eu aussi quand même l'abandon des croyances. On doit l'accepter. Je ne pense pas que si les Blancs n'étaient pas venus, on continuerait à croire à nos masques. Alors, sur l'affaire des objets qui ne sont pas des objets effectivement sacralisés, vous avez parlé de la cour du roi. Évidemment, mais la cour du roi elle-même, elle offrait des objets à tout. Quand Thornton Jones arrive en 1905 chez le Bakuba, il leur offre un roi, il leur offre les statues en bronze qui sont offertes, c'est écrit, c'est connu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous ne devons pas infantiliser nos aïeuls. Il y a eu des crimes commis en Afrique pendant la colonisation, c'est une certitude. Des objets arrachés, il y en a eu, mais il y a eu aussi des échanges. Vous savez très bien que le roi du Bas-Congo au XVIe siècle a été invité par le roi du Portugal, qui a amené avec lui des objets en cadeau. Il faut les restituer. Et puis, je terminerai là-dessus. Que dire alors de tous nos artistes qu'on appelle artistes anonymes aujourd'hui, qui brillent dans tous les musées du monde? Aujourd'hui, vous savez, je terminerai rapidement. En Côte d'Ivoire, j'ai rencontré un des derniers sculpteurs ivoiriens, un des taux à 108 ans aujourd'hui, au village de Boisflé. Je lui ai dit, écoutez, vous savez que vos objets sont dans tous les grands musées du monde, en Allemagne, partout. Il était un homme heureux. Je lui ai dit, vous savez qu'on parle de ramener vos masques au village ou dans les musées africains? Il a commencé à pleurer. Bon, en tout cas, je ne sais pas, je me permets de dire juste que je pense que j'ai été éblouie, moi, par l'art congolais que j'ai découvert par hasard il y a quelques années, pour le coup, c'est vrai, en Europe, dans des institutions européennes, et j'ai trouvé qu'il y avait une telle richesse. Je pense que c'est un des arts qui brille le plus dans l'art africain. Donc, je ne le dis pas pour concilier vos deux opinions, mais je pense que vous avez beaucoup de matière à réflexion parce que c'est un art très, très riche. Ah ben mon opinion est proche de monsieur. Il connaît l'histoire, je sens que monsieur connaît l'histoire du Congo, il est universitaire, il connaît peut-être même plus de choses que moi. Mais je voulais dire aussi que je sais. Au fait, c'est que ce qui m'ennuie un petit peu parfois, c'est qu'on a toujours un peu une pensée, mais en fait, elle est tellement, je vous assure, c'est tellement complexe, mais tellement. Et Madame Forster l'a dit tout à l'heure, pour revenir sur ce que Macron disait, c'est vrai, vous avez raison, ça a permis d'ouvrir le débat, mais ce débat va durer des années. C'est pas en envoyant pendant 6 mois Felwine Sarr et sa voix à Dakar et à Abidjan qu'on va résoudre le problème de la restitution. Ça va durer des années, mais c'est magnifique. Vous avez raison, ça a ouvert le débat, on n'en a jamais autant parlé. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir mis... Excusez-moi de vous interrompre. Je voulais juste, pour un petit peu donner la possibilité à d'autres aussi d'intervenir. Il ne nous reste que 10 minutes, vous savez, pour notre échange. C'est pour ça que c'est un petit peu impoli de ma part maintenant de devoir vous interrompre. On aimerait bien voir, peut-être entendre ce que Oudeleka Edemba a à nous dire. Pourriez-vous allumer votre caméra, s'il vous plaît, si possible? Emeka Oundemba, vous nous entendez? Nous entendez-vous? Ah, il semble que oui. Bonjour. Oui, c'est bien, nous vous entendons. Excusez-moi, je vous entends très mal. Désolée. On vous entend? On vous entend? Thanks so much for the very interesting program. My contribution, actually, like I'm an artist, I'm also. Nous entendons très mal l'original. Les interprètes ne peuvent pas interpréter. Je voulais revenir sur la question des institutions. Vous avez parlé de droit aussi des peuples africains à se voir restituer leurs biens. Je crois que la question est plutôt de savoir comment nous devons nous y prendre. On ne peut pas juste reprendre quelque chose à quelqu'un qui l'a pris de manière illégale et s'attendre à ce qu'on nous dise ce qu'on doit en faire. Ça ne marche pas. Vous savez, je crois que nous avons une approche beaucoup trop européenne encore de la question.
Et la plupart des voix que nous entendons disent que on donne l'impression que l'Afrique est toujours une colonie européenne, en fait. Et il ne faut pas oublier que l'Afrique continue d'évoluer, évidemment, et qu'elle va continuer à évoluer. Ce qu'ont fait les Européens, c'est qu'ils ont pris des choses de manière illicite de l'Afrique, les ont emmenés en Europe et maintenant, ces objets doivent être restitués à l'Afrique. Mais là, je crois que nous devrions beaucoup plus, dans ce contexte, parler de coopération. Je crois que nous n'en sommes plus à un point où nous disons, voilà, les Européens ont quelque chose qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas ça la question. On doit maintenant réfléchir à la question de savoir comment rendre les choses, comment bien coopérer, parce que, d'après moi, l'art n'appartient pas à une personne, l'art appartient à l'humanité, aux êtres humains. Et nous devons donc adopter, me semble-t-il, une autre approche de la question. L'Afrique connaît aujourd'hui encore de nombreux conflits, aussi des conflits identitaires d'ailleurs, et je crois que en Allemagne, en Europe, on ne comprend peut-être pas toujours cette évolution. L'Afrique est souvent aussi un continent qui finalement vit des conflits, qui connaît beaucoup de lieux aussi détruits et en conséquence, nous devrions essayer de nous retrouver dans un dialogue d'égal à égal parce que c'est cela qui sera productif et constructif. Je crois que trop souvent, ce sont deux pays qui essaient de trouver des accords à l'échelle bilatérale pour savoir comment la restitution va se faire. Alors que des pays comme la France ou d'autres pays européens devraient plutôt essayer de faire en sorte que la coopération se fasse à échelle plus large. Ils demandent peut-être aux pays africains, OK, comment ils s'imaginent leur musée. L'Afrique ne doit pas construire de musées africains, de musées européens. Peut-être que c'est autre chose que nous voulons en Afrique. Et on ne peut pas tout simplement se contenter de transposer des musées musées européens en Afrique. La question est aussi de savoir quel degré de dialogue est nécessaire, en fait. Je trouve que cette question est très importante parce qu'il s'agit effectivement, et pour lever toute ambiguïté, il me semble qu'autour de ce panel, nous sommes tous d'accord pour parler d'une collaboration et une coopération d'égal à égal, sans condescendance, évidemment, entre partenaires pour pouvoir avancer sur cette question et voir comment restituer au mieux les objets en Afrique. Je suis d'accord avec vous qu'il ne s'agit pas de faire une transposition de musées européens en Afrique. Nous, à notre échelle, pour le Palais de Lomé, effectivement, ce que nous avons essayé de faire, c'est de présenter les objets autrement. Donc, par exemple, notre exposition d'art rituel, d'art classique africain, est une exposition qui mêle des photos contemporaines, des interventions contemporaines, etc., mais aussi une exposition qui raconte, qui est en proverbe. Donc, le parcours est un parcours de proverbes parce qu'au Togo, la parole, les proverbes, les contes ont énormément d'importance. Donc, on a fait intervenir aussi des conteurs et des proverbes. Donc, c'est une autre forme de narration que celle d'institutions en Europe. Donc, il me semble que en Afrique, en ce moment, je vous rassure, il y a aussi énormément de débats et de réflexions là-dessus. Je pourrais en témoigner par rapport… il se passe des choses très intéressantes en ce moment autour des restitutions des bronzes du Bénin au Nigeria, puisque tout un comité s'est mis en place de réflexion sur la préfiguration de ce que sera le musée. Et ça ne sera pas nécessairement un musée à l'européenne, parce que justement, toutes leurs réflexions et toutes les réflexions qu'ils élaborent, c'est pour trouver d'autres formes de médiation et de présentation. Donc, certains débats et réflexions ont déjà lieu en Afrique et ont cours en Afrique actuellement
pour justement sortir de cette reproduction de modèles européens qui fonctionnent en Occident, mais pas nécessairement, qui ne peuvent pas être nécessairement transposés d'une manière identique ailleurs. Donc la réflexion est en cours. À mon avis, ce n'est pas, c'est quelque chose qui est envisagé aujourd'hui. Sonja Lawson, heute bei unserer Akademie Unterbäumen. Merci d'avoir été avec nous ici durant cette académie sous les arbres. C'était vraiment très intéressant. Nous pourrions même continuer encore 1 ou 2 heures, j'imagine. Je ne sais pas si tout le monde est bien resté devant son ordinateur jusque-là, mais en tout cas, merci à tous. Merci à Madame Lawson du Palais de Lomé. Merci à Larissa Förster qui s'attache aux biens culturels ici au Centre allemand d'art. Et puis, merci aussi à Didier Claes, qui était directeur de la galerie Didier Claes fondée en 2000. Et qui s'est spécialisé sur aussi l'Afrique et le Sub-Sahara. Malheureusement, nous devons en venir à la fin de notre session. Nous aimerions vous remercier tous. Nous avons été ravis d'échanger avec vous, en tout cas. Et pour terminer, j'aimerais quand même aller encore un tout petit peu plus loin. Madame Förster l'a déjà évoqué, il ne s'agit pas seulement de la collection d'objets ou de biens de collection issus de contextes coloniaux, il s'agit aussi de la coopération, de la cohésion. Et c'est pour cela que nous sommes ravis maintenant d'accueillir Geneviève Roussel, qui est la coordinatrice des dialogues en humanité. L'Académie sous les arbres fait partie aussi de ce forum. Et vous avez vu ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons donné à chacun la possibilité de parler, de prendre la parole. Et Geneviève, maintenant, la parole est à vous, Geneviève Ancel. Merci infiniment. Je crois que là, nous avons vraiment touché du doigt ce qui est l'arbre à palabre à l'africaine. Cet arbre à palabre à l'africaine, eh bien, nous sommes en train de... C'est notre symbole pour les dialogues en humanité. Et je crois que là, nous avons vu la diversité des points de vue. Et ce qui nous invite à faire un pas de côté, ce qui nous invite à regarder le point de vue de l'autre, à essayer de l'intégrer, à essayer de le comprendre. Et c'est vrai que c'est un long chemin, Monsieur Claes l'a dit, nous sommes devant quelque chose de qui prendra du temps aussi, parce que le travail de mémoire et le travail de ce que nous savons sur ces questions-là est fabriqué de points de vue dans l'histoire, des points de vue très clivés. Chacun pense qu'il a raison. L'objectif, c'est effectivement d'être à égalité, mais pour faire ce chemin vers l'égalité, il y a quand même encore une grande complexité à intégrer, mais aussi à chercher par l'écoute bienveillante, le respect qui a été la preuve de l'ensemble de cette journée ici, est une clé sans doute pour essayer d'avancer. Nous avons vu que nous avons un certain nombre de leviers d'action. Le fait que des responsables politiques, même si c'est peut-être par opportunité, en tout cas, mettent sur le devant de la scène cette question. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Plusieurs d'entre vous ont signalé les difficultés ces 15 dernières années à essayer de faire simplement entendre cette question-là. Donc je crois que déjà, rien que si on se retourne sur ce temps court, récent, on voit déjà qu'il y a une avancée. Donc goûtons cette étape-là, mais envisageons aussi tout ce qui reste à faire. Et donc comment nous allons pouvoir faire en sorte que lorsque nous étions aux dialogues en humanité au Bénin, sous le fromager de 400 ans du jardin des plantes et de la nature, eh bien nous avons appris de cette culture du vaudou, de ces enfants qui étaient aussi en train de découvrir tout ce qu'ils ne connaissaient peut-être pas ou qu'ils connaissaient pour partie. Et puis ensuite nous l'avons découvert sous les arbres de Salvador de Bahia, puisque avec le candomblé, il y avait un autre regard sur le même type de culture, en tout cas la même origine. Et comment les Européens les quelques Européens qui étaient là, ont pu se faire un avis qui n'était pas un avis néocolonialiste. Comment comprendre et entendre? Comment faire en sorte que le point de vue de l'autre, quand il y a de telles différences de ce qu'il faut faire ou pas avec certains objets,
Est-ce qu'ils doivent être exposés dans un musée, continuer de l'être? Est-ce qu'ils doivent être associés à des rites, ce qui est une demande tout à fait importante? Est-ce que cet objet qui a un rapport avec la naissance, la vie, la mort, est-ce que cette éventualité de destruction rituelle d'un objet peut être audible et entendable? Quel degré d'importance symbolique aussi pour un certain nombre d'objets? Donc comment nous pouvons simplement nous rendre compte de cette complexité pour savoir de quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour avancer vers des étapes futures qui ne soient pas juste de donner des leçons, qui ne soient pas juste de reproduire ce que finalement les traces de violence de nos ancêtres ou sur nos ancêtres ont laissé. C'est-à-dire qu'en psychogénéalogie collective, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des refus, dans des dénis, et qu'il faudra bien en sortir. Et je crois que là, nous avons fait cette étape en particulier de mettre en commun nos points de vue pour essayer peut-être, un peu comme nous l'avons fait pour une proposition de scientifiques de décoloniser la protection de la nature, et bien d'arriver aussi à décoloniser les mémoires et de décoloniser ce regard que nous avons, que nous reproduisons, qu'on le veuille ou non. Et donc de faire ce travail très en profondeur, parce qu'on est dans une relation de bouleversement émotionnel qu'il faut aussi prendre en compte. Il y a la dimension scientifique, il y a la dimension culturelle, la dimension symbolique, et il y a une dimension émotionnelle qui nous touche, qui nous donne une passion. Didier Claes symbolise lui-même et incarne par son métissage cette passion vive qu'il essaye de régler en lui-même, et je crois qu'il nous donne aussi une clé. Voilà, donc je trouve que c'est extrêmement important, parce que même si le sujet qui nous relie là aujourd'hui est tout à fait stratégique, l'idée même de ces dialogues, de cette coopération, de cette complexité à prendre en compte, nous avons besoin de l'habiter, de la tester, de la vivre, parce que nous faisons commune humanité. Et qu'une fois qu'on a compris cette dimension-là, je pense qu'on pourra peut-être aller plus loin, au moins avec ceux qui le souhaitent, qui le veulent, qui le peuvent. Et à ce moment-là, eh bien, finalement, on peut se sentir aussi plus fort pour faire la bascule et aller vraiment plus loin pour énormément de sujets qui nous sont chers. Il n'y a pas de recette miracle, il y a simplement une humilité sous l'arbre à palabres à l'africaine. La première fois nous avons fait ça sous les arbres en 2006 à Lyon, c'était un hommage aux Afriques. Donc on voit bien que nous sommes en phase avec des personnes comme Stéphane Hessel, Edgar Morin, Henri-Anne de Chaponnet, bien d'autres, mais aussi beaucoup de personnes absolument fantastiques des pays du Sud. La richesse, elle est dans chacun d'entre nous, et donc il faut le donner à voir. Et le donner à voir, eh bien voilà, la Fondation Genshagen est avec Angelika Herder et Noémie Kaufmann, et vous tous tout à fait au cœur de ce qui est aujourd'hui à faire au niveau de l'Europe, des relations avec les pays du Sud, et puis de cette dignité trouvée, reconquise de la part de chacun, et en particulier de tous ceux qui incarnent cette richesse humaine, cette diversité, cette richesse humaine. Voilà, je vous remercie infiniment. Et évidemment, je vous invite aux Dialogues en Humanité de Lyon, qui vont avoir lieu du 2 au 4 juillet sur le thème « La voix aux jeunes ». Voilà. Vielen Dank an Geneviève Ancel. Merci beaucoup, Madame Geneviève Ancel, qui nous a maintenant aussi très bien montré qu'il y a des thèmes aussi que nous devons aborder dans un contexte peut-être plus humain. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui, tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris la peine de nous suivre. Remercier aussi nos invités, et si vous le voulez, vous pourrez sous le lien WonderMe, je crois que la plateforme s'appelle WonderMe exactement, sur ce lien vous pouvez continuer à vous échanger, à discuter,
C'est le début de notre échange, je crois, que nous avons lancé aujourd'hui. Et puis, un dernier remerciement, comme l'a dit Madame Geneviève Ancel, à la Fondation Genshagen, bien évidemment, qui a tout organisé pour nous. Et j'en profite pour donner la parole à ceux qui ont organisé cette journée. Merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite à tous, peu importe où vous vous trouvez, une belle fin de journée. Oui, je crois qu'on ne veut pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie tous au nom de la Fondation Genshagen. Je remercie tous les participants, tous nos intervenants. C'était pour moi vraiment très enrichissant de vous entendre et d'en apprendre autant. Merci à tous. Et puis, merci aussi à nos interprètes qui ont rendu possible cette journée. Au revoir, à bientôt à la prochaine Académie.